Bienvenue dans Monsieur Mystique Horror Stories. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage 5 histoires vraies et troublantes de rencontres avec des fantômes au cœur des Appalaches. À la fin, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois avant de prendre la route tard le soir. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. J'aimerais aussi savoir d'où vous l'écoutez. Merci à tous pour votre soutien. Cela me touche beaucoup. Commençons. J'ai 38 ans. Histoire 1, la boucle de Darnell où la route vous dévorera vivant. Tout a commencé là où les cartes cessent d'exister aux abords de Darnell, Virginie-Occidentale, un nom qui ne figure sur aucun panneau, une tache oubliée accrochée aux dents pourries des montagnes. Alex et moi, on roulait depuis l'aube, ivres de liberté et de mauvaise musique, avec pour seul guide une carte tachée de café et l'idée stupide que se perdre nous guérirait. Le GPS a rendu l'âme après le déjeuner. Le réseau a suivi, avalé par les collines. Vers 15 h, on était seul au monde. Au début, on s'en foutait. C'était le but, disparaître, se faire digérer par les montagnes, loin des factures, des ex, des regards en coin. Les routes étaient un cauchemar à moitié goudronné, tordues comme les tripes d'un animal mourant. Les panneaux? Cribles de balles, rouillés, ou effacés par le temps, comme si personne ne voulait qu'on sache où on allait. Les crêtes nous écrasaient des 2 côtés, vertes et hostiles, comme si les arbres se penchaient pour mieux nous observer. On comptait s'arrêter avant la nuit. Trouver un motel pourri, avec un distributeur vide et une clim qui crachait de l'air chaud. Mais vers 17 h, la jauge de température a explosé. Direct dans le rouge. Le moteur a hurlé un gémissement de bête blessée, aigu, désespéré. On a gelé. Pas une station. Pas une maison. Pas âme qui vive. Juste le néant. Puis on a vu l'embranchement, une langue de route qui s'enroulait entre les arbres avant de disparaître dans le noir. On y a roulé sur une prière, en se disant qu'on donnerait 10 minutes au moteur pour ne pas nous laisser là, en sacrifice. Le chemin n'était même pas une route. Un fantôme de route. Asphalte fendu, envahi par les lianes. Gravier couvert de feuilles mortes. La forêt nous étouffait, les arbres penchés comme des vieillards maléfiques. Je suis sorti le premier. Mes bottes ont craché sur le gravier. L'air était pourri. Pas silencieux, étouffé. Pas un oiseau. Pas un insecte. Pas un souffle. Juste ce silence ouaté, comme si le monde entier retenait son souffle, en attente. Laisse la portière ouverte, j'ai marmonné sans savoir pourquoi. Alex n'a même pas levé les yeux. Il feuilletait le manuel de la voiture comme si le radiateur allait se réparer par la force de sa concentration. Je me suis éloigné, pour chasser cette sensation de malaise. C'est là que je l'ai vu. La boîte aux lettres. Presque engloutie par les broussailles. Pas de numéro. Pas de nom. Juste la rouille dévorant une peinture blanche écaillée, et un petit drapeau rouge pendouillant, comme s'il avait abandonné depuis longtemps. Derrière, un chemin de gravier s'enfonçait dans les bois. Au bout, une maison. Bardeau blanc. Volet vert. 2 étages. Elle avait l'air vieille, mais pas abandonnée. La véranda abritait un fauteuil à bascule en bois, légèrement tourné, comme si quelqu'un venait de se lever. Les fenêtres étaient intactes. Trop intactes. Propres. Trop propres. Pourtant, quelque chose clochait. Pas hanté façon film d'horreur privé. Comme si la maison nous méprisait d'exister, comme si on venait de violer un secret. Je ne sais pas pourquoi j'ai marché vers elle. Je ne comptais pas frapper. Juste, voir de plus près. Prouver que je ne délirais pas. À mi-chemin, j'ai levé les yeux vers le 2e étage. Il était là. Un homme à la fenêtre. Immobile. Plaqué contre la vitre, le visage pâle, presque gris, les yeux sombres et lourds. Vêtu d'une chemise noire. Seul son cou a bougé. Sa tête s'est inclinée lentement sur le côté, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Comme si j'étais l'intrus. Mon sang s'est glacé. Puis j'ai forcé mes jambes à reculer, lentement, trop lentement, comme si je n'étais pas terrifié jusqu'à la moelle. Quand je suis arrivé à la voiture, je n'ai rien dit. Alex était toujours au volant, mais maintenant, il fixait l'autre côté de la route. Son visage avait blêmi. Il y a quelqu'un. A-t-il murmuré. Mon estomac s'est noué. Dans la maison? Non.
Il a secoué la tête, les yeux rivés sur la lisière des arbres. Une femme. Pieds nus. Elle marchait au milieu de la route. Puis elle a traversé directement dans les bois. Sans même me regarder. Juste disparu. J'ai tourné la tête. Rien. Juste la route vide et la forêt qui nous observait. On est remonté en voiture. Le moteur a démarré comme si de rien n'était, malgré la jauge toujours dans le rouge. Personne n'a parlé. On a juste repris la route, les doigts serrés sur le volant. 10 minutes plus tard, le carrefour. 3 chemins. Pas de panneaux. Pas de lumière. L'un était presque impraticable, envahi par la végétation. On a pris celui du milieu, le choix du lâche, en quelque sorte. Au fur et à mesure qu'on avançait, les arbres se sont refermés. Les ombres se sont allongées. Le soleil a plongé derrière les collines, teintant tout de violet et de noir. C'est là qu'on l'a revue. La même femme. Debout au milieu de la route. Immobile. Vêtue d'une robe de nuit grise, trempée et sombre en bas, comme si elle avait marché dans quelque chose d'interdit. Ses cheveux pendaient encore draies. Son visage n'était pas tourné vers nous, mais sur le côté, comme si elle écoutait quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Alex a freiné sec. La voiture a dérapé, mais quand on s'est arrêté, elle avait disparu. Pas un bruit. Pas un mouvement. Juste, parti. On est sorti, on a fouillé la route, le fossé, les arbres. Rien. Pas d'empreinte. Pas de feuilles déplacées. Rien, à part notre respiration haletante et un froid qui nous glaçait les os. Elle était réelle? J'ai chuchoté. Alex n'a pas discuté. Juste hoché la tête, la mâchoire serrée comme un piège. On est remonté et on a accéléré, en essayant de ne pas y penser. Puis, quelques kilomètres plus loin, j'ai écrasé les freins. La même boîte aux lettres. La même rouille. Le même chemin de gravier. La même maison. On n'avait pas fait demi-tour. J'en étais sûr. Pourtant, on était revenu. Alex a fixé l'horreur, les doigts blancs sur le volant. Elle nous fait tourner en rond. A-t-il murmuré, la voix brisée. Je n'ai rien dit. J'ai enclenché la marche arrière, fait crisser les cailloux, et démarré en trombe. Cette fois, on a pris le chemin de gauche. Peu importe où il menait. N'importe où, sauf ici. Mais après 10 minutes, la voici à nouveau. Et cette fois, le fauteuil à bascule bougeait. Un va-et-vient lent. Sans vent. On n'a pas ralenti. J'ai enfoncé l'accélérateur à fond, les yeux écarquillés, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quelque chose a traversé la route. Un cerf, peut-être. Je n'ai pas ralenti. Puis la route a changé. Plus lisse. Plus large. Les arbres se sont écartés. Le GPS a repris vie, comme s'il venait de se souvenir qu'on existait. On a trouvé une station-service peu après. Néon criard. Odeur de café brûlé. Ça avait l'air douloureusement normal. Cette nuit-là, on a fui les montagnes, roulé pendant des heures, jusqu'à ce que l'aube nous arrache à cette malédiction. On n'en a plus jamais parlé. Mais parfois, quand je conduis de nuit, je sens encore ses yeux sur moi. Et je sais qu'elle m'attend quelque part, dans la boucle. Histoire 2, la cabane de Bellwood Ridge où les murs se souviennent. Mon cousin avait acheté une vieille cabane de bûcheron près de Bellwood Ridge, perdue dans les entrailles de la Caroline du Nord, là où les arbres poussent tordus et où les gens disparaissent sans laisser de traces. Le genre d'endroit où le temps s'est arrêté en 1972 et où personne ne pose de questions. L'endroit avait l'air abandonné depuis des décennies, mais pour lui, c'était un retrait spirituel. Mon cousin a toujours été un fantôme. Il disparaît 6 mois sans prévenir, puis réapparaît avec une barbe de ermite et un discours New Age sur réinitialiser son système nerveux dans les bois. En réalité, je pense qu'il voulait juste boire seul sans que sa femme lui fasse la morale. Moi, j'étais dans un état pitoyable. J'avais claqué la porte de mon boulot sans prévenir, 6 ans de loyauté réduits en cendres parce que le nouveau manager me traitait comme un moins que rien. Un jour, j'ai fixé mon écran pendant 2 heures, réalisant que je préférais crever dans un fossé plutôt que de faire semblant une seconde de plus. Et puis, il y a eu la rupture. Une semaine avant, ma copine m'a largué en plein dîner, dans un resto qu'on adorait. Elle a dit que j'étais distant.
J'ai répondu que j'étais fatigué. Elle a dit que c'était pas la même chose. Puis elle s'est levée, a enfilé son manteau, et est partie. Comme ça. Moi, le risotto à moitié mangé et la bouteille de vin encore scellée, comme un symbole de tout ce qu'on n'avait pas fini. Alors quand mon cousin m'a envoyé un SMS « La cabane est à toi. Clé sous le seau à appât ». Je n'ai pas hésité. J'ai foutu quelques affaires dans un sac, fait le plein, et je suis parti avant de me dégonfler. La cabane était plus petite que dans mes souvenirs. Une véranda penchée, le bois noirci par des décennies de pluie, un toit à une tempête de s'effondrer. 20 mètres derrière, la forêt commençait, dense et hostile, comme un mur de dents vertes. Le terrain montait en pente, si bien que les arbres semblaient nous dominer, comme si la terre elle-même nous rejetait. À l'intérieur, le strict minimum. Un lit de camp qui sentait le plastique et la moisissure. Un poêle en fonte rouillé. Une boîte à café remplie de couverts disparates. Une lampe à pétrole presque vide. Un avertissement punaisé sur la porte, risque d'incendie, la forêt peut s'embraser d'elle-même. Pas d'eau. Pas d'électricité. Pas de réseau. Juste des toilettes extérieures à 10 pas dans les broussailles si t'avais le courage de t'en servir la nuit, avec ceux qui rôdaient dehors. Pourtant, j'ai senti un soulagement. Le silence était si absolu que mon cerveau a arrêté de hurler. J'avais oublié ce que ça faisait. Le premier soir, je me suis assis sur la véranda jusqu'à ce que le soleil plonge derrière la crête. La lumière s'est éteinte d'un coup, et la forêt est passée du vert au noir comme si quelqu'un avait éteint l'interrupteur. Je ne voyais plus qu'à quelques mètres. Ça aurait dû me glacer le sang. Mais non. Juste vide. Je me suis couché en pensant m'endormir comme une pierre. Mon corps était lourd, pas fatigué ou éteint, comme si chaque cellule abandonnait. Minuit. Je me suis réveillé en sursaut, avec cette certitude glaçante que je n'étais pas seul. Pas un bruit. Pas un cauchemar. Juste une présence. Ma poitrine était serrée, et j'avais cette vibration dans le crâne, comme si j'avais raté le moment où quelque chose avait bougé. J'ai allumé la lampe sans réfléchir. Rien. La cabane était identique. Rien n'avait changé. Pourtant, je suis resté assis, aux aguets, à écouter le silence. Je dois m'être rendormi, mais mon sommeil était haché. J'entendais mon nom, encore et encore. Pas fort. Pas chuchoté. Faux. Comme si quelqu'un essayait de le dire, mais ratait le rythme. Je connaissais cette voix. Ou je croyais la connaître. Ça ressemblait à la mienne, mais décalé, détourné, comme un écho pourri. Ça me donnait des frissons. Le lendemain, j'ai essayé de me convaincre que c'était le stress. L'isolement fait des trucs bizarres, surtout après des semaines de tension. Alors j'ai marché. J'ai grimpé la crête derrière la cabane, espérant que l'air frais me nettoierait les idées. Mais la forêt était mauvaise. Pas de sentier. Pas de traces. Pas un seul oiseau. À un moment, je suis passé près d'un morceau de clôture rouillé, à moitié englouti par la terre. Aucune idée de ce qu'elle délimitait avant. J'ai rebroussé chemin peu après. L'air avait un goût d'observation. Comme si les bois décidaient quoi faire de moi. Cette nuit-là, j'ai tout verrouillé. Porte. Fenêtre. J'ai même calé le coffre contre la porte. J'ai laissé la lampe allumée. 3 heures du matin. Un clinque métallique. Net. Délibéré. Je me suis redressé, le cœur à 200. Et là, la tasse à café que j'avais laissée à l'envers sur le comptoir était maintenant posée bien droite par terre. Pas cassée. Pas renversée. Juste là, comme si quelqu'un l'avait placée avec soin. Je ne l'avais pas entendue tomber. Elle n'avait pas roulé. Elle était centrée. Volontaire. Je n'ai pas bougé. Juste fixé cette tasse, en me demandant si je devais la ramasser ou la laisser. Finalement, je l'ai reposée sur le comptoir et je me suis recouché. Sans un mot. Quelque chose m'a dit de ne pas parler. Le 3e jour, même les insectes s'étaient tus. Pas un bourdonnement. Pas un souffle. Comme si la forêt retenait son souffle. Je suis resté à l'intérieur, à manger de la soupe en boîte froide, les yeux rivés sur la porte. Quand le crépuscule est tombé, je n'ai pas bougé. Juste assis sur la véranda, à fixer les arbres, avec cette sensation que quelque chose m'observait.
Et à 21h17 précise, elle est apparue. À 20 mètres dans la forêt. Pieds nus, enfoncée dans la litière de feuilles pourries. Sa robe était longue, tordue, comme cousue sans patron, avec trop de couture et un tissu qui scintillait de façon impossible. Ses bras pendaient raides, sa bouche légèrement ouverte, ses yeux grands mais vides, comme si quelqu'un imitait maladroitement un humain. Je me suis levé lentement. Elle a tourné la tête au pas vers moi, juste tourné et marché. Et je l'ai suivie. Sans lampe. Sans téléphone. Juste moi, avançant dans les bois comme un somnambule. Plus je m'enfonçais, plus je voyais des choses qui n'avaient pas leur place. Un fer à repasser rouillé posé sur un lit de mousse. Une chaussure de bébé clouée à un arbre. Du plastique fondu collé à l'écorce, comme s'il avait poussé là. Une cassette rose accrochée à un fil de pêche, tournant toute seule. Sans vent. Puis la clairière. Au centre, un puits de pierre. Vieux. Fendu. Pas de poulie. Juste l'obscurité. Ces tas de pierres autour, tous de même taille, disposés trop précisément pour être aléatoires. Cette pression m'a frappé comme si quelqu'un me soufflait dans la nuque. Je me suis retourné. Rien. Puis je l'ai entendu. Mon nom. Clair. Net. Comme si quelqu'un le prononçait depuis un souvenir, pas depuis une gorge. Ça venait du puits. Je n'ai ni parlé ni bougé pendant une minute entière. Puis j'ai reculé, pas à pas, les yeux rivés sur le noir. Sans cligner. Tous les quelques pas, je me retournais. Rien ne me suivait. Mais je sentais quelque chose m'imiter, juste hors de mon champ de vision. Le chemin du retour a duré 2 fois plus longtemps. Les arbres n'étaient plus à leur place. Ils avaient bougé. Quand j'ai atteint la cabane, la lumière du porche était éteinte. La porte grande ouverte, et le coffre, celui que j'avais calé, avait disparu. Pas poussé. Déplacé. Posé devant la cheminée, comme si quelqu'un l'avait transporté sans effort. Ça suffisait. J'ai attrapé mes clés, sans même fermer la porte. J'ai conduit plein et jusqu'à une station-service baignée de néon, avec le bruit des humains. Je me suis garé sous l'ampoule la plus brillante et je suis resté là toute la nuit, moteur allumé, les yeux grands ouverts. Je ne suis jamais retourné. Et je n'ai jamais demandé à mon cousin s'il avait vu la clairière. Parce que certaines choses, une fois réveillées, ne se rendorment jamais. Histoire 3, le sentier de Marlow Hollow où les arbres ont des yeux. J'avais 17 ans quand j'ai suivi une piste de cerf bien trop loin sur la carte, près de Marlow Hollow. Cet été-là était déjà maudit. J'avais raté 2 matières, failli me faire virer pour avoir envoyé paître un prof, et mes parents en avaient ras-le-bol de moi. Leur solution ? M'expédier chez mon oncle Cal pour me remettre les idées en place, ce qui voulait surtout dire « Débrouille-toi, on n'en peut plus de ta gueule ». Cal vivait seul dans une ferme d'Hécatie, accrochée à flanc de colline, là où le réseau meurt avant même d'arriver et où les voisins les plus proches sont à 1 heure de marche. Pas d'internet. Pas de téléphone qui capte. Juste le vent, les arbres, et un chien nommé Bear, un vieux clébard lent comme un escargot, avec des pattes grosses comme des soucoupes, qui passait ses journées allongées dans la poussière, comme s'il attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Les premiers jours, c'était supportable. On a réparé des planches, peint la grange, dégagé des trucs pourris du cellier. Cal me laissait tranquille. On bossait le matin, et l'après-midi, je traînais dans les bois, à explorer là où les sentiers disparaissaient. C'est là que j'ai remarqué les arbres. Pas comme ceux qu'on voit en ville au tort, massifs, comme s'ils avaient poussé là depuis la nuit des temps. Leurs troncs étaient épais, noueux, comme s'ils s'étaient entrelacés pour former un seul être. Et puis, ils m'observaient. D'abord, c'était des petits détails. Des branches qui craquaient juste derrière moi. Puis plus rien. Des pas lents, traînants et qui s'arrêtaient dès que je m'immobilisais. Un silence trop lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Le 3e jour, j'ai mentionné ça à Cal alors qu'il aiguisait une hache sur la véranda. Je pense aller vers la crête derrière le pâturage. Ça a l'air d'avoir une vue sur la vallée. Il n'a même pas levé les yeux. Fais gaffe à ne pas passer la ligne de rupture. Tu parles du pare-feu ? La zone dégagée avec les marqueurs orange ? Il a hoché la tête une fois, puis a repris son affûtage comme si la conversation était déjà terminée. Au-delà, la forêt ne suit plus les règles. J'ai haussé les épaules. Des conneries de vieux, quoi.
Les gens d'ici racontent n'importe quoi ou des histoires de lumière dans les bois, de disparitions, de choses qui marchent la nuit. J'ai rempli une gourde, appelé Bear, et je suis parti. Le chien m'a suivi lentement, les oreilles qui frémissaient à chaque bruit, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Au début, rien d'anormal. Juste un sentier poussiéreux, des ronces sur les bords, un oiseau qui s'envolait de temps en temps. Puis j'ai vu le chemin. Pas un sentier. Pas une piste d'animal. Un passage. Étroit. Trop net. Les buissons écartés en une ligne parfaite, comme si quelque chose était passé là, et que la forêt s'était ouverte pour le laisser faire. Bear s'est figé. Il a reniflé l'air, les oreilles plaquées en arrière, puis un grôlement sourd a monté dans sa gorge, continu, mécanique, comme un moteur qui tousse. T'as vu quelque chose, vieux? J'ai gratté sa tête. Il n'a pas cligné des yeux. J'ai regardé le chemin. Il ne menait pas loin 50 pieds, puis il disparaissait dans une dépression. J'ai hésité. Bon, reste là, mon pote. Je vais juste jeter un œil. J'ai quitté le sentier principal et je me suis engagé entre les arbres. L'air a changé immédiatement. Pas froid. Pas humide. Épais. Comme si l'oxygène était remplacé par autre chose, quelque chose de lourd, de visqueux. Pas un oiseau. Pas un souffle de vent. Juste le silence, si complet que j'entendais mon sang battre dans mes tempes. J'aurais dû faire demi-tour. Mais je n'ai pas pu. Le chemin m'attirait, comme si je devais y aller, même si je ne savais pas pourquoi. Il a tourné, puis descendu dans un creux. Et c'est là que je l'ai vu. La cabane. Au début, j'ai cru à un abri de chasse. Une structure en bois, haute et étroite, coincée entre deux arbres, couverte de lianes grises. Mais les proportions étaient fausses, trop hautes, au moins 3,5 mètres, trop étroites, à peine 1 mètre de large. Et puis, pas de porte. Juste une fente verticale, fine, comme si quelqu'un avait découpé le bois avec un couteau. Je me suis approché à 10 pieds, les yeux plissés, en essayant de comprendre ce que je voyais. Puis quelque chose a bougé à l'intérieur. Pas une marche. Pas un pas en avant. Un dépliement. Un bras long, trop long, s'est glissé hors de la fente, les articulations pliant dans le mauvais sens, comme si les os étaient mal assemblés. Puis un autre. Un torse étroit a émergé, suivi d'une tête, trop haute. Trop fine. Le cou s'est étiré comme du caramel, se tordant vers moi. Pas de visage. Juste une peau lisse, pâle, tendue sur un crâne qui n'avait rien d'humain. Pas d'yeux. Pas de bouche. Juste une surface blanche, sans traits. Ça a incliné la tête. Puis un pas vers moi. Lent. Délibéré. Mon corps a refusé d'obéir. Mes jambes étaient parties. Comme si mon cerveau avait coupé le signal. Je ne pouvais ni crier ni fuir. Juste regarder, pétrifié, tandis que la chose avançait. Puis j'ai entendu la voix. Pas avec mes oreilles. Dans ma tête. Un seul mot, clair comme un coup de cloche. Reste. Ça a brisé le sort. J'ai trébuché en arrière, presque tombé, puis j'ai tourné les talons et couru. Les branches me fouettaient le visage. Les épines me déchiraient les bras. Je courais comme si le monde entier s'effondrait derrière moi, et que je ne devais surtout pas regarder en arrière. Je ne savais pas où j'allais. Tout se ressemblait. Les arbres bougeaient, se déplaçaient, comme si l'espace lui-même était tordu. Puis j'ai vu Bear. Il était toujours à l'endroit où je l'avais laissé, mais dès qu'il m'a aperçu, il a démarré comme un dératé, dévalant la colline comme si le sol brûlait sous ses pattes. Je n'ai pas réfléchi. J'ai suivi. Quand on est arrivé en bas, Cal était assis sur la véranda, une bouteille d'eau à la main. Il s'est levé lentement quand il nous a vus, puis me l'a tendu sans un mot. Je tremblais. En sueur. Au bord de la nausée. Il a attendu que je boive une gorgée avant de parler, d'une voix basse et rauque. T'as vu? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin. Il a hoché la tête, puis a craché par terre. Il y avait plus d'histoire, avant. Maintenant, les gens ferment leur gueule. La forêt s'occupe d'elle-même. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le pick-up. Impossible de remettre les pieds dans la maison. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais sa présence, cette pression derrière mon front,
comme si le mot résonnait encore dans mon crâne. Le lendemain, avant l'aube, j'ai fui. Sans un regard en arrière. Et je n'ai jamais revenu à Marlow Hollow. Parce que certains chemins, une fois empruntés, ne vous lâchent plus. Histoire 4, l'église de Winslow Ridge où les morts portent des trous à la place des yeux. Mon oncle Ray s'occupait d'une petite église baptiste abandonnée, perdue près de Winslow Ridge, là où les collines se referment comme une mâchoire et où les arbres penchent trop près, comme s'ils voulaient étouffer quelque chose. Personne ne lui payait pour ça. Il le faisait par habitude, comme on entretient une tombe familiale. Mon père disait que la terre avait appartenu au nôtre avant que le comté ne redessine les cartes et ne ** vole un morceau pour en faire une réserve forestière. L'église était restée coincée là, avec son cimetière envahi par les mauvaises herbes, comme un doigt accusateur pointé vers le ciel. Cet été-là, mes parents m'y envoyaient tous les samedis. Pour forger ton caractère, disait-il. En réalité, c'était juste pour me virer de la maison. Je devais dégager les broussailles, nettoyer les pierres tombales avec une brosse métallique, remplir les pièges à fourmis. Tout ce que l'oncle Ray ne pouvait plus faire à cause de ses genoux détruits à un accident de bûcheronnage dans les années 70, dont il ne parlait jamais. Il se déplaçait raide comme un cadavre, s'asseyait souvent sous l'auvent rouillé près de l'église, un thermos de café qui puait le plastique brûlé à la main. On ne parlait pas beaucoup. Il grognait des ordres de temps en temps, mais la plupart du temps, je travaillais en silence tandis qu'il feuilletait de vieux bulletins paroissiaux, comme s'il cherchait des noms qu'il connaissait. Ce jour-là n'a rien eu de différent au début. J'étais derrière le hangar de stockage, en train de hacher une touffe de ronces épineuses avec une machette que Ray m'avait donnée des semaines plus tôt à un vieux truc qu'il appelait la vieille griffe. Elle était lourde, ébréchée, mais elle faisait le travail. J'avais déjà dégagé la moitié de la clôture et je regardais la pente vers le ruisseau, me demandant si je pouvais faire semblant d'avoir fini plus tôt. Ray était à sa place habituelle, affalé dans son fauteuil de camping comme s'il voulait l'écraser, sirotant son café immondable et hurlant de temps en temps des trucs comme « Fais gaffe près du générateur, la lumière devient bizarre vers 16h30. » En ville, à 16h30, il faisait encore jour. Mais dans les collines, le soleil plongeait tôt derrière les crêtes, et tout devenait plat, sans couleur, comme si quelqu'un avait baissé la saturation du monde. Ça vous prend par surprise. Vous clignez des yeux, et soudain, c'est le soir. Ray a crié. Termine ça, maintenant. Je n'ai pas discuté. J'étais en sueur, couvert de glandes et d'égratignures, et je rêvais du sac de chips dans son pick-up. J'ai accroché la machette à ma ceinture et pris le raccourci à travers les bois. Je l'avais pris des dizaines de fois, un petit sentier qui contournait le cimetière, suivait un lit de ruisseau asséché, puis descendait vers la route. 10 minutes max. Je n'ai pas pris de lampe. Je n'en avais jamais eu besoin. J'avais à peine passé la dernière rangée de tombes quand je l'ai vue. Elle se tenait au bord du cimetière, là où les pierres tombales s'arrêtaient et où les arbres reprenaient leur droit. Mince. Pâle. Vêtue d'une longue robe grise, comme si on l'avait trempée dans de l'eau de Javel. Elle ne se trouvait près d'aucune tombe. Elle ne bougeait pas. Juste debout entre deux cèdres, comme si elle faisait partie du paysage. Je me suis arrêté net. Ma première pensée, une visiteuse. Une de ces fanas de cimetière qui recopient les épitaphes où * frotte les pierres tombales avec du papier. Mais quelque chose clochait. Elle ne faisait rien. Ne lisait pas. Ne marchait pas. Juste, un lent mouvement de rotation. Son corps tournait sur lui-même, comme si elle scannait les bois derrière elle. Mais pas sa tête. Ses yeux, son visage, rien ne bougeait. Juste le buste qui pivotait, comme si elle était clouée à un pieu invisible. Et pas un bruit. Pas un oiseau. Pas un souffle de vent. Pas même le craquement des feuilles sous ses pieds. Juste ce lent, cet horrible mouvement de toupie. Quelque chose a plongé dans ma poitrine, comme si mon cœur avait raté un battement. Pas de la peur, non, l'instinct profond que quelque chose était cassé, comme * marcher sur une marche qui n'est plus là. J'ai reculé d'un pas. C'est alors que je l'ai senti. L'air derrière moi s'est épaissi. Pas comme l'humidité ou comme une pression. Comme si je marchais dans de la mélasse. Chaque pas demandait un effort surhumain. Et quand elle a arrêté de tourner, son visage s'est enfin orienté vers moi sans qu'un seul muscle ne bouge. J'ai vu ses yeux. Ou plutôt, ce qu'il y avait à la place. De trop. Pas des ombres. Pas des orbites vides.
2 cercles parfaits, percés à travers son crâne. Nettoyé. Poli. Comme si quelqu'un avait foré dedans avec une perceuse, puis avait enlevé les bords. Je voyais les arbres à travers. Pas des silhouettes sombres. Pas du vide. La forêt derrière elle, nette et claire, comme si son crâne était une fenêtre. Et ses trous me fixaient. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. Les bois ont changé instantanément. Je connaissais ces sentiers par cœur, mais plus rien ne collait. Le chemin faisait des boucles bizarres. Le ruisseau coulait dans le mauvais sens. Je suis passé 3 fois devant la même souche pourrie. Pas un bruit, à part ma respiration. Et même ça sonnait faux. Étouffé, comme si je hurlais dans un oreiller, comme si les arbres avalaient le son. Puis j'ai entendu les pas derrière moi. Pas des pas normaux. Trop lents. Trop espacés. Comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'imiter la marche, mais se trompait dans le rythme. Pas une poursuite. Une imitation. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Puis soudain la route. Je me suis écroulé sur le bas-côté, les mains enfouies dans le gravier, haletant comme si j'avais échappé à un ouragan. Le pick-up de Ray avait déjà disparu. Il avait dû penser que je rentrerais à pied. Je suis resté assis dans le fossé, le cœur battant à tout rompre, tandis que le soleil finissait de mourir. Chez moi, personne n'a demandé pourquoi j'étais en retard. J'ai menti quand même. J'ai vu un cerf. J'ai perdu la notion du temps. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Pas un cauchemar. Un replay. Sauf que cette fois, elle m'a touché. Sa main s'est posée sur mon épaule, et tout s'est arrêté. Je ne pouvais plus cligner des yeux, plus bouger ou juste fixer ces trous noirs tandis que le monde glissait autour de moi, comme aspiré par un trou. Je ne suis pas retourné là-bas avant 4 ans. L'oncle Ray était mort. On vidait son mobil-home. Mon père et moi, on emballait ses outils tandis que ma tante triait ses papiers. Dans un placard au fond, j'ai trouvé un vieux album photo, fendu et moisi, coincé derrière une boîte d'hymnes jaunis. La plupart des photos étaient ennuyeuses, des repas de Pâques, des gosses en costume raide, des tables de pique-nique avec trop de salade de pommes de terre. Mais vers la fin, une page de Polaroid en noir et blanc. Certains étaient cornés, d'autres tachés d'eau. Et puis, elle. Une femme en robe grise, debout au fond du cimetière. Face à l'objectif. Ses yeux avaient été grattés. Pas effacés. Pas abîmés par le temps. 2 cercles parfaits, creusés dans la photo, comme si quelqu'un avait pris un couteau et les avait arrachés. En dessous, écrit au crayon d'une main tremblante. Sœur Héloïse, 1964. Jamais retrouvée. Je n'ai rien dit. J'ai refermé l'album et l'ai glissé dans une caisse marquée à jeter. À ce jour, je n'en ai parlé qu'à une seule personne. Parce que certaines choses ne doivent pas être rappelées. Histoire 5, la cabane de Beanwood où les morts marchent pieds nus. Mon cousin Mason possédait un bout de terre perdu bien au-delà de Beanwood, dans un coin de Virginie occidentale que le monde a oublié. Le genre d'endroit où les arbres surpassent les humains 1000 contre 1, où la route se transforme en gravier comme pour vous dire de faire demi-tour, et où le silence est si épais qu'il en devient une présence. Pas de réseau. Pas de lignes électriques. Pas une station-service à moins de 45 minutes dans n'importe quelle direction. Juste des bois denses, des collines basses, et cette sensation que la terre elle-même vous tolère à peine. Il m'a appelé début juin. Je retape la vieille cabane familiale. J'ai besoin d'un coup de main pour arracher les planches pourries. Une semaine de boulot, bière et bouffe fournie, et un lit de camp pour dormir. T'es partant ? Normalement, j'aurais dit non. Mais je venais de quitter un boulot de merde, un de ces travaux en open space qui vous sucent l'âme jusqu'à ce que vous oubliez que vous étiez humain. J'étais fauché, à cran, fatigué d'une fatigue qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Alors une semaine dans les bois, sans mets, sans chef, sans conversation forcée ? Ça sonnait comme une délivrance. La cabane était perchée sur une crête, à 15 minutes de marche depuis le chemin de gravier où on avait garé le pick-up. On a trimballé le matériel à la main. Les arbres étaient massifs, certains si vieux qu'ils dataient d'avant que le comté ait un nom. Le genre de forêt qui vous donne l'impression de trespasser, même quand vous êtes chez vous. La cabane elle-même semblait sortie d'une photo jaunie, toit penché, cheminée en pierres inégales,
véranda à moitié effondrée. La glycine avait enveloppé un côté, comme si la nature essayait de l'engloutir. J'ai dû me baisser sous un essaim de frelons juste pour atteindre la porte. À l'intérieur, ça sentait le bois vieux, sève et poussière. Pas moisi, juste sec, inutilisé. Ce qui m'a frappé, c'était le silence. Pas calme. Pas paisible. Mort. Comme si l'air lui-même retenait son souffle, en attente. Mason ne dormait pas là-haut. Il préférait la grange plus bas sur la colline, prétendant qu'elle était mieux isolée, moins humide. Je n'ai pas insisté. J'ai supposé qu'il ne voulait pas entendre les planches craquer ou les écureuils gratter dans le grenier toute la nuit. J'ai pris le lit de camp près de la cheminée, rien de luxueux, juste un matelas fin, une couverture lourde, et quelques planches entre moi et la terre. Mais c'était mieux que mon ancien appartement, alors je n'ai pas râlé. On a commencé le travail le lendemain matin. La plupart des planches étaient si pourries qu'on pouvait y enfoncer un doigt. On les a arrachées une à une, remplacé ce qu'on pouvait, et entassé les débris dans un tas d'ordures derrière la cabane. C'était un boulot dur, qui faisait suer, et au bout de 2 jours, on était couvert de crasse et on bougeait au ralenti. Cette nuit-là, après quelques bières et un bol de chili en boîte, je me suis écroulé. Le genre de sommeil où votre corps s'enfonce d'un pied dans le matelas. Le seul truc dont je me souviens, c'est le silence. Pas même les bruits habituels de la forêt. Pas de criquets. Pas de hibou. Pas de vent contre les vitres. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé avec une envie pressante. J'ai tâtonné pour trouver ma lampe frontale, enfilé mes chaussures à moitié endormies, et je suis sorti. Les bois étaient silencieux comme une tombe. Pas un mouvement. Pas un son. Juste cette immobilité lourde, comme si les arbres attendaient quelque chose. L'air était épais, comme s'il n'avait pas bougé depuis des heures. Je me suis dirigé vers les arbres, sur le point de soulager ma vessie, quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la cabane. C'est là que je l'ai vu. Une ombre a traversé le mur, juste derrière la cheminée. Forme humaine. Pas pressée. Juste en mouvement. J'ai figé. Mon cœur a cogné contre mes côtes. J'ai inspiré un coup, puis un autre. Puis je me suis précipité vers la porte, les pieds lourds comme du plomb. À l'intérieur, rien. Sauf que mon marteau avait bougé. Je l'avais laissé sur l'appui de la fenêtre après la journée de travail. Maintenant, il était penché, le manche dépassant comme si quelqu'un l'avait soulevé puis reposé n'importe comment. Le maître ruban était étiré en arc de cercle sur le plancher. Ma bouteille d'eau était renversée, l'eau s'écoulant en flaques sur les planches. Je n'avais rien entendu. Puis la respiration a commencé. Derrière moi. Rauque. Sifflante. Comme si quelqu'un luttait pour respirer à travers une trachée écrasée. Trop près. Juste derrière mon épaule gauche. Je n'ai pas bougé. Pas respiré. Mes doigts sont engourdis à force de serrer la lampe frontale. Je me suis retourné d'un coup. Rien. Mais le souffle continuait. J'ai couru. Pas le temps d'enfiler mes bottes. Juste mes chaussettes sur le gravier, trébuchant sur les racines, dévalant la colline jusqu'à la grange. J'ai arraché la porte si fort que les gonds ont grincé. Mason s'est redressé dans le grenier, les yeux écarquillés et vitreux. Putain, y a quelqu'un dans la cabane, ai-je haleté. Il a cligné des yeux une fois, puis est descendu sans un mot et m'a tendu une barre à mine. On est remonté ensemble, lampe torchée en main. Personne n'a parlé. Quand on s'est approché, je l'ai senti à nouveau cette pression dans l'air, comme si on marchait dans une pièce pleine de vapeur, sauf que la température avait chuté. Le faisceau de ma lampe tremblait tandis que Mason débloquait la porte. Et puis on les a vus. Des empreintes. Pieds nus. Sales. Encerclant le milieu de la pièce, comme si quelqu'un avait marché en rond pendant des heures. Mason a fixé le sol, le visage blême. J'ai pas tout dit, a-t-il murmuré après une longue minute. Il est resté sur le seuil tandis que je gelais au milieu de la pièce, l'air devenu glacé. Grand-père est mort ici en 98. Rien de bizarre dans sa mort. Le cœur a lâché. Mais personne n'est venu à l'enterrement. Pas même ses gosses. C'était le genre de mec qui tenait les gens à distance. Il verrouillait les grilles. Tirait des coups de feu en l'air si des randonneurs s'approchaient trop. Il disait que la forêt lui appartenait. Je n'ai rien dit.
La pièce ne semblait pas faite pour les mots. Après sa mort, on a commencé à entendre des trucs. Des pleurs, parfois. Des pas. Une respiration. Au début, on a cru au raton laveur. Mais puis, les outils bougeaient. Des empreintes de pieds nus apparaissaient pendant la nuit. Des clous alignés en ligne droite. Toujours pieds nus. Toujours en train de tourner en rond. La seule question que j'ai réussi à formuler était: tu crois que c'est lui? Mason n'a pas répondu. On a nettoyé le plancher ce matin-là et remplacé le reste des planches. Personne n'a beaucoup parlé. J'ai dormi dans la grange cette nuit-là. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que peut-être c'était fini. Que ça avait évacué sa colère, ou je ne sais quoi. Mais vers 3h12, je me suis réveillé en sursaut. Impossible de respirer. Pas de cauchemar. Pas de mise en garde. Juste mes poumons verrouillés, comme s'ils avaient oublié comment fonctionner. Je ne me souvenais pas m'être endormi, mais j'étais retourné dans la cabane. J'avais voulu rester dans la grange. Je ne savais pas quand j'étais remonté, mais quelqu'un chuchotait un nom, encore et encore. Pas le mien. Je me suis assis, allumé la lampe. La pièce était vide. Je n'ai pas fait mes bagages avec soin. J'ai fourré mes affaires dans mon sac, laissé le marteau, et je me suis barré sans un regard en arrière. Quand j'ai dit à Mason que je partais, il n'a pas protesté. Il m'a juste tendu une bière et a dit: t'as tenu plus longtemps que les autres. Épilogue, ceux qui restent dans l'ombre. Ces histoires, elles ne se terminent jamais vraiment. Alex et moi, on évite toujours les routes de montagne après la tombée de la nuit. Mon cousin, il a vendu la cabane de Bellwood Ridge. Un mois plus tard, le nouveau propriétaire a disparu. On a retrouvé ses bottes près du puits, remplies de pierres. L'oncle Cal, mort dans son sommeil. Son chien, Bear, a hurlé toute la nuit. Le lendemain, on l'a retrouvé pendu à un arbre, la gueule ouverte comme s'il avait vu quelque chose d'innommable. Quant à la cabane de Binwood, Mason y retourne parfois. Il dit qu'il entend encore les pas pieds nus. Toujours en cercle. Et moi? Je dors avec une lampe allumée. Parce que certaines ombres ne disparaissent jamais. Elles attendent juste que vous fermiez les yeux.